Donc, ce soir, cette conférence a été organisée conjointement par à la fois l'Institut d'éthique contemporaine et à la fois par les libres penseurs du monde francophone. Cette alliance est tout simplement faite parce que ça nous intéresse les uns et les autres, ce sujet qui est un sujet vraiment très important pour nous tous, directement ou indirectement, quand on sait, comme on va voir, la place de l'Iran au Moyen-Orient et bien sûr la place des Iraniens qui sont au centre du débat, quoi. Alors, ce soir, cette conférence sera suivie par un débat. Nous avons invité Didier Iljadi, qui est là à côté de moi. Euh, voilà, Didier. Et Didier est sociologue et un des meilleurs spécialistes de l'Iran en France et de la géopolitique, on peut dire, au Moyen-Orient, dans le sens où Didier intervient souvent maintenant sur BFM et sur le LCI. Je ne sais pas si les uns et les autres vous le connaissez sur ces télévisions, mais il intervient souvent depuis un mois ou deux, peut-être, ou bien deux mois, 3 mois, ouais, depuis quelques mois. Donc, il est ce soir avec nous et il va nous éclairer pour que nous comprenions l'enchaînement qui nous amène aujourd'hui à cette situation extrêmement difficile, dangereuse et violente. Alors, la première question que je peux poser à Didier, c'est en revenant quelques années en arrière, dans les années 1978-79, comment la France, qui a hébergé un temps l'ayatollah, qui a pris le pouvoir, quelle responsabilité à la France dans l'installation du régime des ayatollahs qui s'est faite donc avec une mini-révolution et qui l'a emporté à ce moment-là et qui a installé ce régime. Alors, qu'est-ce que Didier Iljadi peut nous expliquer là-dessus? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et donc, merci pour votre invitation. Et je suis content d'être parmi vous. Et ce qui est important, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, depuis un certain temps, la question iranienne, c'est dans le débat public et politique, à la fois en France, mais également dans d'autres pays également. Pourquoi? C'est parce que l'Iran, c'est une civilisation très ancienne, parce que l'Iran, là où il y avait la révolution islamiste en 79, et l'Iran, c'est parce qu'il y a une connexion avec la problématique de guerre au Moyen-Orient et que donc la situation d'aujourd'hui, c'est notre situation à nous également en France, car on est également préoccupé par ce qui se passe ailleurs et surtout dans la région moyen-orientale. Donc, pour répondre à la question, avant l'arrivée au pouvoir des mollahs en Iran en 79, donc effectivement, il faut évoquer la révolution constitutionnelle iranienne, c'est-à-dire en 1905 à 1911. La révolution constitutionnelle iranienne qui était contre l'absolutisme politique et qui était pour l'instauration d'un parlement et donc des éléments de modernité dans le contexte effectivement du régime de Qajar. Ensuite, il y a la dynastie Pahlavi qui arrive au pouvoir et donc deux rois, Reza Shah et Mohammad Reza Shah. Et donc, dans ces périodes-là, c'est une période de la modernisation de la vie, d'une certaine manière, mais également la modernisation institutionnelle, surtout par le père, Reza Shah. Et donc, la situation iranienne a connu une certaine sécularisation, une certaine modernisation, disons, au sein de la société. Et on arrive à la date, donc 79, au moment de la 79 que moi je qualifie comme une révolution islamiste, c'est la prise de pouvoir par l'idéologie khoméniste
que je qualifie, j'ai expliqué dans un certain nombre de mes ouvrages, les caractéristiques de cette idéologie, qui est une idéologie fascisante et donc qui est basée sur le sacré, qui est basée sur l'absolutisme et qui est basée effectivement sur un certain despotisme et donc la seule parole autorisée, c'est la parole divine, Allah, mais bien évidemment, dans l'absence de Dieu, c'est la parole donc des gouvernants, donc de Khomeini, qui s'impose. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque du Shah, eh bien, la situation iranienne était caractérisée par un certain nombre de mécontentements social, économique, mais surtout également était caractérisée par si vous voulez, un certain nombre de tortures pratiquées par Savak, qui était la police politique du Shah. Mais en ce qui concerne donc le régime lui-même, le Shah lui-même, il avait un côté autoritaire, si vous voulez, mais en même temps, il était dans les relations avec le monde occidental. Il a ouvert le pays effectivement à un certain nombre de réformes, la modernisation de l'industrie, mais également la réforme agraire et le système institutionnel. Donc, il y avait une certaine modernisation. Mais en même temps, en parallèle, eh bien, les islamistes étaient en train de travailler durement et clandestinement et également officiellement. Et donc, le climat iranien a été de plus en plus travaillé par le phénomène l'islamiste qui n'est pas encore au pouvoir, mais qui existe dans les rues, qui existe dans les mosquées, qui existe dans certains milieux, si vous voulez, iraniens de la société, et que petit à petit, à l'époque du Shah, avant 1979, eh bien, il y a aussi le développement de l'islamisme dans la société. La religion officielle, donc c'est l'islam à l'époque, et ce qui se passe quand on arrive à 79, eh bien, il y a un certain nombre de manifestations et le monde occidental est inquiet. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il se dit, si jamais le pouvoir est effondré, donc il y a l'Union soviétique et le Shah, il est un peu malade, donc que faire? Et pour cela, au mois de janvier 1979, c'est-à-dire un mois avant la révolution islamiste, eh bien, il y a une conférence organisée dans la Guadeloupe avec les 4 dirigeants anglais, allemands, américains et la France. C'était à l'époque de Giscard d'Estaing. Ils se réunissent et ils disent, enfin, ils devaient parler de tas de choses, mais un des sujets importants, c'est la situation iranienne. Et ils s'interrogent sur la situation iranienne et la conclusion est la suivante, qu'on ne peut plus compter sur le régime du Shah. Il n'est pas capable donc de s'en sortir de la crise. Et il y a également le risque et le danger de l'Union soviétique. Donc, la conclusion, il faut conclure avec le régime du Shah, finir avec le régime du Shah et soutenir d'une certaine manière les islamistes qui vont arriver au pouvoir. Et surtout, ce soutien-là est très, très encouragé par l'administration américaine de l'époque, c'est-à-dire Carter. Et donc, un mois plus tard, eh bien, il y a la révolution islamiste qui est en cours et donc le renversement du pouvoir précédent et la prise de pouvoir par Khomeini. Alors, tu as fait allusion à la culture persane, qui est une véritable culture qui était connue même en Europe. Comment se fait-il, comment le glissement a-t-il pu s'effectuer pour que de cette culture bien célèbre et bien développée, on soit arrivé à une religion, la religion musulmane, et même à une religion musulmane radicale, puisqu'on peut dire que les ayatollahs pratiquent
une religion extrêmement radicale et violente. Comment ce glissement s'est-il effectué? Certainement, vous le savez, quand on parle de l'Iran, donc la Perse, avec une civilisation, selon des experts, des historiens, de 7000 ans. Mais également avec la période donc, de la monarchie en Iran, 2500 années. Cette civilisation était caractérisée par le mitraïsme, qui est la doctrine, disons, philosophique également qui a été répandue également dans l'Europe, surtout l'Empire euh, Byzance, etc. Mais, si vous voulez, également la culture de Zarathustra, zoroastrisme, qui est en fait, selon certains experts encore, c'est la première religion monothéiste au monde, avant la naissance donc du judaïsme. Cette philosophie, cette doctrine, c'est, quand on regarde le contenu effectivement de son message, c'est le lien avec la nature. Il y a le dialogue entre les individus et puis le bon Dieu qui s'appelle effectivement Ahura Mazda. Donc il y a un certain dialogue là. Donc cela continue quand on arrive effectivement à l'époque de Sassanide. Alors, une petite parenthèse, là, j'entends Zarathustra. Oui. Pourquoi donc ce nom a-t-il été repris par Nietzsche? Parce que Nietzsche… Qui était vraiment athée. Absolument. Et pourtant, il faisait allusion à une religion monothéiste. Tout à fait. Et quand je lisais effectivement dans un des courriers de Nietzsche, donc le pourquoi du choix donc, du mot Zarathustra, son ouvrage, ça s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Et donc, beaucoup d'entre nous, nous avons connu effectivement dans les différents niveaux de notre parcours scolaire ou universitaire. Et il explique en quelques mots, il dit que ce message-là, ça m'intéresse, c'est parce que ce n'est pas un message chrétien, car il n'appréciait pas les valeurs chrétiennes, en fait, là. Et en même temps, pour lui, il disait un autre terme, un autre mot, il disait effectivement ce message, c'est un message à la fois, il y a du mystère, mais également de la raison. Dans son courrier, il n'explique pas dans les grands détails, mais il explique avec quelques mots comme ça, quoi. Certainement, il peut y avoir d'autres courriers que je n'ai pas lus, mais en fait, donc il a choisi pour donner en fait son regard, sa vision par rapport au monde, avec une certaine influence, une certaine influence effectivement de la doctrine de Zarathustra. Alors justement, puisque les libres penseurs là, sont là ce soir, tu sais bien combien les libres penseurs appuient sur la logique de la raison et du rationnel. Alors, est-ce une raison de plus pour nous occuper de la culture perse qui est en danger actuellement? Alors, si vous me permettez juste ajouter quelques points par rapport à disons, ce passage-là, si vous voulez, et donc les Iraniens, avec cette culture, avec cette complexité donc civilisationnelle de l'époque, et quand on arrive en 633, c'est l'invasion arabo-islamique en Iran, qui a duré effectivement pendant une vingtaine d'années. Les guerres provoquées contre l'empire donc des Sassanides. Et l'empire sassanide tombe, car était pendant à peu près une quinzaine d'années dans les guerres avec effectivement le pouvoir byzantin. Et donc, le système également à l'intérieur donc, était très fatigué. Et il y avait également une des caractéristiques, effectivement, le clergé de l'époque avait un certain contrôle sur le pouvoir politique. Donc, effectivement, la situation iranienne est caractérisée à partir de 633, au bout d'une vingtaine d'années de guerre, eh bien, il tombe. Et donc, l'Iran devient un vaste territoire colonisé effectivement par Omar, à l'époque d'Omar, qui est le deuxième calife
après disons, le prophète donc, de l'islam. Et donc, ça s'étend pendant plusieurs siècles. Et donc, à ce niveau-là, quand tu parlais de la civilisation et donc de la religion, eh bien là, désormais, cette attaque, cette invasion, c'est écrit, tout cela, c'est pas, disons, de la propagande, c'est écrit dans les textes qu'on a, avec comme objectif de détruire toute langue, toute civilisation, toute culture sous l'empire, effectivement, sous l'empire ottoman, pardonnez-moi, l'empire arabo-islamique. Et donc, dès le départ, il avait la haine pour détruire effectivement tout ce qui était du côté iranien et donc de la culture perse. Alors, si on fait un bond en avant dans le temps, on se retrouve fin du XXe siècle, où les ayatollahs ont construit vraiment un régime extrêmement dur, extrêmement violent, avec des moyens militaires considérables qui se sont développés grâce, je pense, à l'argent du pétrole et ils avaient de l'argent pour payer tout ça. Et cette puissance militaire est devenue vraiment quasiment un empire qu'ils souhaitaient et qu'ils souhaitent encore étendre dans le Moyen-Orient. Et pour cela, il y a des multiples comment dire, milices qui ont été constituées à l'intérieur déjà de l'Iran, des milices pour faire la pression sur le peuple, pour que le peuple se soumette complètement à leur diktat, et d'autre part, donc peut-être déjà en premier lieu, quels sont à l'intérieur de l'Iran, comment s'est constitué les gardiens de la révolution, Anzak Hezbollah, les forces de sécurité intérieure, les Bassidji, les Pasdaran. Donc. Les forces militaires du régime est organisées de la manière suivante. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'armée des gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution. Sepah-e Pasdaran. Il est né juste le lendemain donc, de la révolution islamiste. D'accord? Cette force militaire est complétée par une armée qui est issue du régime du Shah, qu'on appelle l'armée, qu'on appelle Atesh. Et dès le départ, puisque le nouveau régime ne faisait pas confiance à l'armée donc, du Shah, il a créé donc sa propre force militaire, donc les gardiens de la révolution, et également il a coupé la tête à l'armée du Shah. Donc les généraux ont été exécutés par dizaines d'entre eux en Iran. Et donc, le deuxième aspect ou le deuxième élément des forces militaires en Iran, c'est l'armée. Cette armée-là qui est issue de l'armée du Shah. 3. Il existe une force militaire, mais également paramilitaire. C'est un peu mélangé ce qu'on appelle les Bassidji. Les Bassidji sont les premières forces armées à envoyer pour écraser donc des manifestants. Donc les Bassidji. C'est le 3e. 4e, c'est la section étrangère donc des gardiens de la révolution qu'on appelle Quds. C'est pas un Quds. C'est pas un Quds, c'est qui? C'est quoi? C'est la section ou la branche militaire du régime iranien dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire cette 4e armée, cette 4e force, si vous voulez, est présente au Liban, en Syrie, en Irak. D'accord? Ce qu'on appelle l'arc chiite, le régime, pour pouvoir exister, il a dit, j'ai besoin de réprimer les gens en interne, mais également j'ai besoin d'avoir une force militaire et politique
dans le Moyen-Orient, ce qu'on appelle arc. Donc, imaginez, je ne sais pas si on a les photos ou pas, il y a une photo qui montre l'arc du Moyen-Orient, c'est-à-dire qui comprend l'arc chiite, c'est comme une sorte de lune, n'est-ce pas? Ça démarre au Liban, ça vient en Syrie, ça vient en Irak, et ça touche bien évidemment l'Iran, et ensuite ça va descendre vers le golfe Persique pour aller vers Bahreïn. Alors, ça c'était, voilà, il y a un autre, voilà, merci, c'est bien, exactement, c'est très bien. Alors, ce qu'on appelle l'arc chiite, c'est-à-dire le régime donc en Iran, hein, a dit dès le départ, ma présence en Iran est conditionnée par ma présence militaire et idéologique dans le Moyen-Orient. Et pour cela, dès le départ, avait ce projet-là de créer une sorte d'arc, c'est-à-dire relier en chaîne le Liban avec la création de Hezbollah, 1982. 1982, Hezbollah au Liban. Ensuite, ça arrive en Syrie, Bachar Assad, qui est une des tendances religieuses proches donc de la religion du régime. Et ensuite, on arrive en Irak. En Irak également, il y a une population chiite qui est assez forte, mais dans le personnel politique également, une tendance chiite également. Donc, ensuite, vous voyez, effectivement, c'est l'Iran, la partie très brune. Ensuite, ça descend vers le golfe Persique pour aller vers Bahreïn. Donc, ce qu'on appelle effectivement l'arc chiite. Le croissant chiite également là, n'est-ce pas? Et quelle est la fonction de cela? Cette tâche que vous voyez ici là correspond à une présence militaire, à une présence idéologique et islamiste et bien évidemment chiite pour justement faire face à la fois à l'Occident, faire face à Israël et faire face également par rapport aux pays arabes dans la région. Donc, une sorte donc de défense du régime iranien. Et si vous voulez, cela, quand je dis l'arc, comprenez par l'arc à la fois la présence des organisations terroristes, c'est-à-dire dans cet arc, il y a donc le Liban avec Hezbollah. Ensuite, il y a également Hamas. Hamas n'est pas dans l'idéologie chiite, mais par des stratégies communes fonctionne avec l'arc chiite également. Et ensuite, vous avez en Syrie pas mal d'organisations à la fois inféodées au régime, mais également le régime syrien lui-même, Bachar Assad, et également en Irak. En un mot, mesdames et messieurs, dans l'arc, vous avez au minimum une quarantaine d'organisations et de partis et de groupes militaires chiites éparpillés dans cet arc-là, qui doivent intervenir aux ordres de Téhéran. Alors, justement, si le régime des ayatollahs tombait actuellement, il est vrai que le Moyen-Orient serait assez largement impacté par ces modifications. Comme tu viens de dire, il y a l'Irak, la Syrie, le Liban, pas seulement d'ailleurs, il y a aussi le Yémen, il y a les Émirats qui luttent contre. Enfin, c'est toute une redéfinition du Moyen-Orient qui se ferait, en espérant un petit peu plus de paix, parce que la guerre actuellement avec Israël est beaucoup suscitée quand même par l'Iran. Il faut le dire, ça fait des décennies que l'Iran pousse à la guerre et arme le Liban, le Sud-Liban et Gaza, bien sûr, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette puissance régionale et comment elle fait ménage avec la population iranienne qui est de plus en plus opposée au régime? Comment est-ce qu'il se positionne par rapport à la guerre actuelle au Moyen-Orient?
à quel moment la population iranienne s'est retournée contre les religieux, puisque maintenant, il semble bien qu'ils soient très minoritaires à supporter le régime iranien. Il y a eu un retournement de la population. Notamment, il y a pas très longtemps, il y a eu des manifestations extrêmement nombreuses, comme on peut les voir et comme on en a entendu parler longtemps en Europe. Je tourne, voilà, là, pour les amis qui sont à l'étranger. Il y a aussi parmi les amis, il y a quelqu'un du Caire Oui, en Égypte. actuellement, on a quelqu'un du Caire, on a Du quelqu'un qui est Canada. en Californie, il y a quelqu'un qui est au Québec, et bien sûr en au France, Bordeaux, quelques-uns. bien évidemment. Bien. Alors, j'ai évoqué, si vous voulez, donc les différentes forces militaires. Quel est le nombre de ces personnes-là? Selon des estimations encore, car le régime avance des chiffres qui ne sont pas la vérité. À peu près, selon des experts, les 5 forces que j'ai évoquées comprennent entre 800 000 à 1 million. La totalité. 1. 2. Cette force humaine militaire est complétée par une armée, enfin, je veux dire par des engins, par de l'aviation, etc. La flotte d'aviation en Iran est datée, c'est-à-dire ça date de l'époque du Shah. Ce seraient des chasseurs américains qui ont été achetés par le régime du Shah. Donc, effectivement, ce n'est pas tout à fait dans un bon état. Mais le régime a acheté un certain nombre de matériel aux Russes, comme par exemple, effectivement, le système de défense S-300. Il y avait à peu près 4, et dans les bombardements récents, selon les Israéliens, tous les 4 ont été détruits. Et de nombreux missiles, quand même. Missiles, tout à fait. Ouais, et le régime a développé plusieurs dizaines de milliers, paraît-il, de missiles qui sont d'ailleurs utilisés actuellement dans la guerre. Alors, donc, le régime des Mollahs a développé 2 séries d'armements, des drones et des missiles, avec une grande variété, à la fois des drones, mais également des missiles. Au moins, selon les recensements, etc., nous avons identifié à peu près une quinzaine de familles de missiles. Et à l'intérieur de chaque famille, il y a une quantité. Donc, selon les experts, le chiffre qui est avancé, ils disent on a à peu près, le régime iranien possède entre 2 à 4 000 de missiles. D'accord? Alors, il est possible qu'il y ait encore une autre dimension, si vous voulez, là, car il faut toujours chercher, car ce régime-là, c'est un régime de mensonges, de propagande, et vous n'avez jamais la vérité, effectivement, dans la bouche donc, du régime. Alors, tu évoquais la population, etc. Donc, ce système cherche à avoir une présence à la fois de répression en Iran, mais également dans la région. D'accord? Et le pétrole iranien a été, dans le cadre des sanctions, le régime iranien ne devait pas pouvoir vendre son pétrole sur le marché international. Mais aujourd'hui, le régime vend à peu près 1 400 000 barils par jour, qui va vers l'extérieur et surtout la Chine. 1 400 000 par jour. Donc, cela, ça se fait parce que les gens qui ont envisagé des sanctions, surtout le président américain, eh bien, donne son accord d'une manière implicite. Donc, cet argent va où? Va dans le financement donc, de la guerre. En plus, n'oubliez pas, les pastarans, ce qu'on appelle effectivement les gardiens de la révolution, c'est militaire, c'est économique, c'est mafieux. Pourquoi je dis ça? Militaire, force militaire, avec le nombre donc d'individus qu'il a. 2,
possède 1000 sociétés sous son contrôle, 1000 sociétés économiques. Troisième point, dans le domaine politique. Beaucoup d'influence dans le domaine politique, c'est-à-dire la désignation des individus à la tête d'une mairie, dans tel ou tel ministère, et tout ça, ce sont des anciens, donc des passerans. Donc, effectivement, c'est un réseau qui domine la société entière, à la fois pille la richesse du pays, réprime donc la population et donc envoie également son armée à l'extérieur pour justement combattre, donc comme eux ils le disent, Israël. Et donc la fabrication, ça s'ajoute à cela, la fabrication des tentatives pour fabriquer donc la bombe atomique. Selon les experts, ce n'est pas encore tout à fait finalisé, mais selon des experts toujours, le régime iranien possède la technicité, la science et la technologie pour en fabriquer. Et à peu près, à l'heure actuelle, le niveau donc, de l'enrichissement de l'uranium qui est prêt à être utilisé dans les futures bombes, ça correspond à 3 bombes donc stockées par le régime iranien. Donc, vous voyez tous ces éléments-là. Alors, donc, le dernier, pardon, tu as posé la question, et alors le lien avec la population, c'est ça, hein? Justement, cette population qui vit sous le terrorisme, nous avons tous vu à la télévision les manifestations qui se sont d'ailleurs peut-être un petit peu calmées depuis quelques mois, mais très violentes, de femmes qui essayaient de se libérer et qui faisaient brûler leur foulard, qui chantaient, qui dansaient. Et on voyait que la population iranienne, d'ailleurs on a quelques photos qui montrent combien les manifestants étaient nombreux à Téhéran et dans certaines autres villes de l'Iran. Ça, c'est le grand mystère. Comment est-ce que la suite, comment la population, pendant cette guerre-là qui s'installe, va-t-elle réagir et quelle sera l'issue de cette guerre? Chers amis, vous avez une particularité concernant la situation iranienne. La société iranienne, écoutez bien, selon des statistiques qu'on a, le régime, quand il arrive au pouvoir, il dit 90% des Iraniens sont des chiites. 10% ce sont des sunnites. 45 ans plus tard, selon les sondages réalisés par deux organismes différents, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? N'oubliez pas, les gens qui se définissent comme des chiites, le régime a dit combien? 90. Ce sondage-là, 30% des gens, des Iraniens qui se définissent comme des chiites. D'accord? 30%. Les sunnites, 5%. Et également, ce qui se passe, les athées, puisque vous avez votre organisation également qui est dans le domaine de la pensée libre. Là. Les athées, un sondage qui nous donne des indications vers 9% et un autre qui donne des indications pour 20% des athées en Iran. Je ne vais pas vous embêter avec les chiffres. Tout simplement, je veux dire la chose suivante. La situation iranienne a changé profondément. C'est-à-dire, la situation iranienne, avec l'arrivée au pouvoir des mollahs et imposer leur dictature religieuse, aujourd'hui, dans la société iranienne, surtout quand vous analysez la révolution Femme, Vie, Liberté, le rôle de la femme, extraordinaire, le rôle des jeunes, extraordinaire, et vous n'avez pas entendu les slogans religieux dans cette révolution-là. Donc, Femme, Vie, Liberté, c'est un langage international, si vous voulez, là. Et que, par conséquent, c'est une grande évolution dans la mentalité et dans l'esprit des Iraniens. Et le cas iranien, il faut vraiment
faire une analyse, ce n'est pas comme celle que vous allez trouver dans les pays voisins. Alors justement, des pays voisins, quand on regarde un petit peu les cartes où les non-religieux existent et se développent au Moyen-Orient, ils ne sont pas nombreux, hein. Il y a le Liban où il y a environ une vingtaine de pourcents d'athées. Il faut dire que le Liban a des communautés très diversifiées qui s'affrontent souvent et qui sont sous l'emprise du Hezbollah, hein. Et il y a aussi Israël qui a environ 20% d'athées et en Iran. Parce que tous les autres pays sont, et c'est même avec l'Afrique, qui est un continent où les religions sont hyper présentes, hyper développées. Donc, c'est quelques exceptions. Et l'Iran, quoi que l'on en pense, parce qu'on pense actuellement, on regarde la situation et on voit combien le pays iranien est toujours gouverné par un gouvernement religieux. Mais dans ce pays, donc, les non-religieux sont quand même sont en attente d'un retournement et on verra quelles conséquences ça pourra avoir, hein. Attention là, d'un point de vue sociologique, les athées en Iran, c'est aux alentours de 20%, selon le deuxième sondage. Mais également beaucoup de gens qui sont des agnostiques. Ce sont des théistes, c'est-à-dire qui croient à un bon Dieu, mais sans passer par les religions. Ils ne sont pas musulmans, en tout cas. Voilà, ils ne sont pas musulmans. Et donc, l'islam en Iran est devenu une religion minoritaire. Et cela, on le voit dans le mouvement social, si vous voulez là. Ce qui s'est passé avec la femme vie liberté, c'est un mouvement inédit. Inédit, c'est parce que effectivement n'a pas du tout la couleur religieuse. Ce qu'on avait effectivement en 79, c'était uniquement religieux. Et tandis que là, non, ce n'est pas religieux. Et que surtout, je veux dire, regardez encore les caractéristiques de cette révolution-là. Non seulement il n'y a pas de slogan religieux, des revendications religieuses, mais en même temps rejette la couleur religieuse. C'est-à-dire, en fait, le contenu de cette révolution, c'est une révolution orientée vers la question laïque, la laïcité. C'est-à-dire ce qu'on cherche comme pouvoir, un pouvoir non-religion en Iran. Et toi, chers amis, moi et toi, on est français. Moi, je suis franco-iranien, là. Mais à ne pas considérer que notre laïcité ici, c'est uniquement c'est bon pour la France, mais également pour les autres pays également là. Et aussi l'Iran en demande, c'est une tendance très forte dans la société iranienne et que les gens, enfin les Iraniens, bien évidemment, un dernier chiffre et après je vous passe la parole. Selon les sondages, 80% des Iraniens rejettent la République islamique. 80% des Iraniens, politiquement, rejettent le régime. D'accord? Quelle est la base du régime? On estime entre 10 à 15%. Et les autres, un peu entre les deux. D'accord? Donc, quand je dis 80%, cela ne veut pas dire que ces gens-là, ils vont s'engager pratiquement dans les mouvements, dans les rues, etc. Ce sont des niveaux d'investissement différents et variés. Mais ils rejettent, ils ne veulent pas avoir ce type de régime. 75% des Iraniens pensent que la religion ou des règles religieuses ne doivent pas être enseignées dans l'école. C'est une question laïque. Et que donc, majorité des gens, des Iraniens, rejettent un État religieux. Et que par conséquent, il y a véritablement une nouvelle situation. La faiblesse de la situation iranienne aujourd'hui, c'est l'état de l'opposition iranienne qui est un peu dispersée, etc. Mais véritablement, le régime, encore avant-hier, a exécuté un Iranien qui a été kidnappé ici à l'étranger, là, et pendant 4 ans, il a gardé et il a exécuté sans qu'il y ait véritablement un motif par rapport à cela. Et donc, c'est la nature du régime. Donc,
moyen essentiel pour se maintenir au pouvoir, c'est la répression. Oui, et les exécutions publiques sont nombreuses. On parle des pendaisons, c'est plusieurs centaines qui ont eu lieu cette année, en 2024, je crois que c'est combien? 300, 400 C'est en fait ce qui est des exécutions politiques et non politiques, hein. C'est-à-dire en Iran, aux alentours à peu près de 470 personnes ont été exécutées en une année, c'est-à-dire les gens qui sont impliqués dans la drogue et également les politiques, etc. Donc, par rapport à la situation internationale, et en tenant compte de la population, eh bien, on part d'abord du cas de la Chine. Le nombre d'exécutions arrive en tête, mais ils sont 1,4 milliard, tandis que les Iraniens, ils sont aux alentours de 90 millions, et que donc, effectivement, le régime iranien, c'est le premier régime au monde avec autant d'exécutions dans le pays. Et on peut, avant de passer la parole, il y a eu une certaine image quand même en géopolitique qui actuellement est combattue par ce qu'on appelle le Grand Sud, par le Sud global. Il y a un vrai mouvement qui est anti-occidental. Il faut être, c'est clair, hein. Et à la tête de ce mouvement, il y a la Russie, il y a l'Iran, entre autres. Il y en a quelques autres, bien sûr. Et ça, c'est vraiment instable et on ne sait pas du tout quelle sera l'issue de ce combat. Et on est tous concernés parce que c'est la guerre ou la paix. C'est la guerre et la paix pour l'Europe et en premier lieu pour le Moyen-Orient. Alors comment le Moyen-Orient, sans les milices, si l'Iran, dans les mois qui viennent, on peut tous l'espérer que le régime tombe, que les milices iraniennes n'aient plus ce pouvoir qu'elles ont, comment se redessinera le Moyen-Orient et la géopolitique en général de la région? La géopolitique enfin, du Moyen-Orient, quand vous prenez l'histoire pour expliquer cette situation, pendant 6 siècles, c'était le Moyen-Orient influencé, impacté par l'Empire ottoman. L'Iran ne faisait pas partie de l'Empire ottoman, c'était à part, mais tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes faisaient partie de l'Empire ottoman. On arrive en début du XXe siècle, eh bien, l'Empire ottoman s'est éclaté, et ensuite, cette partie du Moyen-Orient, c'est-à-dire Syrie, Jordanie, Palestine, donc l'Arabie saoudite, l'Irak et tout ça, était divisée entre deux protectorats, la France et puis l'Angleterre. La Syrie et le Liban dépendaient donc de la France. Le reste dépendait donc des Anglais. Ça, c'était le premier modèle dans disons, le Moyen-Orient. Deuxième phase, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une situation hybride. À la fois, il y a la percée des Américains, mais également des pays nouveaux dans cette région, comme Israël, mais également certains, disons, mouvements arabes. Donc, effectivement, c'est un peu, disons, mixte et c'est un peu hybride. Il faut attendre dans les années 80. Le régime iranien veut donner une nouvelle figure par rapport au Moyen-Orient, c'est-à-dire cherche à, on a évoqué l'arc chiite, voulait faire effectivement du Moyen-Orient une région complètement impactée, influencée par le régime iranien. Donc aujourd'hui, avec la destruction de Hamas et donc de Hezbollah, c'est fini cette histoire-là. Donc le régime iranien ne peut pas, pour l'instant, il n'a pas la capacité pour, disons, prétendre à être la force dominatrice. Mais néanmoins, dans cette région, n'oubliez pas, quel est le rôle des Russes, Poutine, le rôle donc de la Chine, n'est-ce pas? Et y compris le rôle des Américains. Les Américains ne voulaient pas être très engagés. Ils ont des soucis avec la Chine, etc. Ils voulaient aller loin là. Et après, ils ont abandonné l'Afghanistan et après, ils ont constaté qu'effectivement, non, on ne peut pas se retirer et s'en aller brutalement. Donc, effectivement, ils ont commencé à se maintenir encore au Moyen-Orient là. Mais néanmoins, la Chine sont essentiellement concernés et motivés par
le commerce. Le commerce en Afrique, le commerce avec disons, les pays du Moyen-Orient. Et y compris par exemple l'Arabie Saoudite, y compris avec le régime iranien. Ils ont proposé un pacte, disons, de coopération de 25 ans de coopération avec le régime iranien. Là. Mais puisque le régime iranien il était en guerre avec l'Arabie Saoudite, ils ont dit, attendez là, au mot de là, ils ont dit, attendez, on aimerait bien continuer avec vous, les Chinois, ils ont dit ça. Mais on aimerait également continuer et développer davantage avec les Saoudiens. Donc, nous avons beaucoup de sous pour faire des investissements. Donc, vous, le régime iranien, vous allez vous calmer. Donc, effectivement, le régime iranien a accepté d'avoir une souplesse vis-à-vis des Saoudiens. Mais la Russie, là, Poutine, que moi je qualifie comme l'impérialisme effectivement russe, eh bien, Poutine aujourd'hui profite d'une manière maximale du régime islamiste en Iran. Là. C'est-à-dire, pour donner quelques exemples, si vous voulez, là, un contrat disons, de coopération 20 ans. Deux, mais cela n'est pas encore complètement réalisé, tout ça, quoi, car il y a des problèmes là. La division donc, de la mer Caspienne dans l'intérêt donc, de la Russie. La situation du Golfe Persique, là. Le Golfe Persique, effectivement, a pas mal de gaz qui est réparti entre l'Iran et puis un pays arabe donc, du Golfe Persique. Eh bien, au départ, c'était un contrat avec Total pour l'exploitation du gaz iranien dans le Golfe Persique. Mais vu les sanctions américaines, Total a dit « je m'en vais, j'abandonne ». Ensuite, les Russes, ils ont dit « c'est nous, c'est nous ». Ils ont commencé à faire, disons, un contrat avec. Mais un contrat qui reste comme ça, la lettre morte, car la Russie ne veut pas à ce qu'il y ait une activité sur le gaz iranien. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont une place très importante sur le marché du gaz international. Et pourquoi aider le régime iranien à vendre donc du gaz sur le marché international? Et donc, effectivement, le régime iranien est au service de Poutine. Poutine impose ses choix. Mais en même temps, puisque le régime iranien est isolé en Iran, est isolé dans le Moyen-Orient, est isolé dans le monde et dans l'Occident, donc effectivement, il accepte, mais effectivement, pour lui également, il est aussi à la fois mercenaire, mais également dépendant et soumis. Alors, maintenant, on va passer aux questions. Si vous avez des questions ici, elles sont les bienvenues. Ou si vous n'en avez pas, on va demander aux gens qui nous écoutent. La question n'est pas de moi, elle était sur le chat. Oui, il y a un chat avec D'accord. Et donc, la question, c'est une question un peu naïve. Pourquoi l'Iran chiite, à 1000 km des frontières d'Israël, s'attaque à ce pays entouré par des populations de confession sunnite? Confession sunnite. Et le Liban ou Israël? Non, ils sont des. C'est le judaïsme. Là. Oui, d'accord. Bon, je corrige. Je vais corriger la question là. OK. Gérard? Alors, le régime iranien, c'est un régime antisémite. Les mollahs sont des antisémites. Et cela, dès le départ, ils ont envisagé une stratégie moyen-orientale. Dès le départ, ils ont dit Israël est un cancer. Donc, il faut enlever. Et que par conséquent, pourquoi le régime iranien attaque Israël? Un, c'est parce que antisémite. Deux, le régime iranien, dans sa stratégie, pense qu'effectivement, en attaquant Israël, il était capable de mobiliser la population iranienne autour de lui-même. Mais la réalité montre qui est le contraire, justement, qui a complètement échoué là. Troisième élément. Vous savez,
Israël est considéré comme l'allié donc des Américains. Donc le régime iranien qui est anti-américain, anti-occidental, il a dit bon, je vais effectivement détruire disons Israël. C'est parce que les Israéliens, enfin ce pays-là, est une invention donc des Américains là. Donc par son côté anti-américain également attaque Israël. Alors donc, effectivement, cette idéologie perverse de la part du régime iranien qui cherchait toujours, effectivement, à aller contre donc, Israël. Là. Aujourd'hui, par la population iranienne en Iran, est véritablement détestée et rejetée, cette idéologie-là. C'est-à-dire, beaucoup d'Iraniens, effectivement, ont des grands sentiments véritablement favorables par rapport aux Israéliens, là. Il y a des liens d'amitié très, très forts, d'ailleurs, entre les Iraniens et puis les Israéliens. Les Israéliens sont des Juifs, contrairement à ce qui a été dit, mais il y a également une minorité qui sont des Sunnites. C'est une minorité, donc des Palestiniens, des Arabes israéliens, qui sont des sunnites, mais également il y a des maronites et d'autres minorités religieuses là. Et que par conséquent, le régime iranien, le régime islamiste en Iran, ce n'est pas un régime iranien. Je suis toujours un peu dérangé et pour dire qu'effectivement le régime iranien, non, il faut distinguer trois choses. L'Iran va au-delà de la vie et de l'existence du régime actuel là, hein, avec ces milliers d'années effectivement de civilisation. Un. Deux, les Iraniens sont majoritairement contre ce régime-là. Donc le régime des mollahs, c'est un régime islamiste, terroriste, et qui fait du terrorisme à l'égard donc du peuple iranien, mais également au niveau du Moyen-Orient. Et que par conséquent, voilà, donc par rapport à la question que tu as posée, et le régime, il est toujours dans cette obsession effectivement de tuer Israël, et tandis que c'est un échec, car Israël aujourd'hui a démontré qu'effectivement sur le plan technologique, il a les moyens forts pour faire face aux attaques iraniennes. Et il y a une supériorité technologique de la part donc, du régime d'Israël, et que donc, je l'ai dit et je le répète toujours, cette guerre qui est aujourd'hui entre l'Iran et Israël, ce n'est pas une guerre qui est acceptée et qui est donc le désir des Iraniens, absolument pas. C'est le régime iranien, c'est le régime, pardon, islamiste en Iran qui a provoqué cette guerre-là. L'origine de cette guerre entre Israël et l'Iran, c'est le régime iranien qui a provoqué cette guerre-là depuis 45 ans. Alors, d'autres questions, là, cette question-là, elle nous venait par le Zoom, que nous avons de nombreux amis qui nous regardent. Est-ce que peut-être dans ceux qui nous regardent là par Zoom, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Michel Oui, Michel, je pense qu'il veut prendre la parole, et puis Naïd aussi. Hein. Il y en a deux qui veulent prendre la parole. On va essayer de voir. Alors, Naïd, on va laisser la parole aux femmes. Voilà, c'est bien, tu as repris le micro. On va essayer de l'entendre ici. Hein. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Bonjour Gérard, bonjour Jalal ou Didier. Voilà, ça marche, ça fonctionne, on t'entend. Mais, je suis iranienne. C'est mon rêve que les Iraniens ne sont pas très religieux ou musulmans. Mais je crois que malheureusement, la majorité des Iraniens sont quand même musulmans. Ah, avec la République islamique, mais ils sont musulmans. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle dit Eh bien, donc, cher ami, la Naïd, situation qui est iranienne, mais qui vit en France depuis très longtemps, est-ce que Naïd, de par sa position en France, est un petit peu… elle est à Bordeaux. Oui, elle est à Bordeaux. Mon rêve que les Iraniens ne sont pas majoritairement musulmans, mais je crois qu'ils le sont. Tu crois qu'ils sont des musulmans? Ben oui, on peut croire toujours là. Mais en même temps, d'un point de vue sociologique, cher ami, il faut tenir compte de la réalité. Et nous avons besoin à la fois des analyses, des enquêtes, des statistiques, des sondages. Et tout cela, c'est
c'est le contraire de ce que, quand on dit je pense que je. Bon, ok, mais il faut analyser là. Donc, ce que tu dis, cher ami, ça remonte effectivement il y a 45 ans. Bon, tu dis que ton souhait de voir les Iraniens qui quittent effectivement la religion islamique là. Ok, mais néanmoins, je vous prends un seul exemple. Analysez les membres de votre famille depuis quarantaine d'années. Si vous êtes, par exemple, une quarantaine de personnes membres de votre famille, essayez de voir l'évolution de leur mentalité, l'évolution de leurs convictions religieuses, eh bien, vous avez la première réponse à partir de cette réalité-là. Et d'autre part, deux organismes Goman, il y a un autre organisme américain qui ont fait des enquêtes, et également et un troisième, que le régime a fait un sondage, le régime iranien a fait un sondage et qui a gardé comme un sondage, disons, confidentiel. Et je ne sais pas par quel moyen, le sondage a été, eh bien, a été récupéré par les journalistes de BBC. Et BBC également a publié ce sondage-là. Et tous ces sondages nous montrent effectivement que la situation en Iran a changé et que donc l'islam, bien sûr, quand vous parlez aux gens, parfois d'une manière involontaire, on a tel ou tel impact, disons, dans les mots religieux et tout ça, quoi. Mais la conviction, à l'époque de 79, c'était la conviction qui transformait les gens en bombes chiites, là. C'est terminé, là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, j'ai été perdant avec la religion islamique et chiite et je veux vivre autrement. Donc, c'est une nouvelle réalité qu'il faut en tenir compte. Il y avait Michel qui est au Caire et qui voulait poser une question. On va l'écouter, on va essayer d'entendre. Bon, ben en fait, bonjour Didier d'abord. Et j'ai plusieurs questions à te poser en fait. Je vais essayer d'être un peu bref. Tu as très bien souligné tout à l'heure le fait que l'Occident, par un mélange de cynisme et de mauvais calculs, comme d'habitude d'ailleurs, a soutenu la révolution de Khomeini. Bon, mais ce qui m'intrigue, bon, ça j'ai compris, mais ce que j'arrive toujours pas à comprendre 45 ans après, c'est comment la gauche iranienne a-t-elle pu tomber dans le panneau et soutenir elle aussi la révolution iranienne, la révolution de Khomeini. Comment la gauche a-t-elle pu tomber dans ce panneau? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quel est l'état des lieux aujourd'hui en Iran? C'est-à-dire, ça fait un moment que on n'entend plus parler de grands événements, de grandes manifs dans les rues iraniennes comme il y a un an ou un an et demi. Alors, toi qui connais beaucoup mieux que nous la situation, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a encore un espoir que cette révolution aboutisse? Voilà. D'accord. Juste un petit mot là, entre les deux, puisque Naïd, là, Naïd est pas tout à fait d'accord avec Didier, mais je pense qu'il y a tout simplement, c'est extrêmement difficile d'évaluer la religiosité. On le voit même en France, où les sondages sont nombreux, etc., ils sont assez variables. Et là-bas, avec le régime, entre ceux qui n'osent pas dire ce qu'ils sont, etc. Donc, et puis en plus de ça, est-ce que Naïd est moins optimiste que Didier, tout simplement? Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour évaluer. Bien évidemment. Il y a toujours, d'un point de vue sociologique, il y a toujours des points de vue différents. La société, ce n'est pas démontrable à partir d'un calcul mathématique simple. Il y a des regards, il y a des visions, il y a des approches, etc., sont différents. Mais en même temps, en tant que sociologue, on est obligé de tenir compte effectivement des enquêtes, des chiffres et des éléments qui sont le résultat d'une nouvelle expérience dans une société, malgré que, eh bien, nous n'avons pas la possibilité de faire des enquêtes comme il faut
dans la situation iranienne, c'est parce que le régime contrôle tout. D'accord? Mais malgré cela, effectivement, il y a ça. Et je te conseille, puisque tu sais également la langue persane, un de mes ouvrages, ça s'appelle La rupture, la révolution pour la rupture, qui a été publié. Je te conseille de lire, c'est un petit bouquin de 400 pages, donc sur justement la situation actuelle et surtout la révolution femme-liberté. Okay? Alors, Michel, qu'est-ce qu'il en Michel, pense? bah oui, Michel. Bonjour, cher Michel. J'espère que vous allez bien, là. Merci. La voix bien du Caire. La première question est une question véritablement importante, c'est-à-dire, Michel a posé la question sur la position de la gauche. Et il a raison. La gauche iranienne, mais voire également la gauche internationale. Au moment où il y avait effectivement la révolution islamiste en cours, là. N'oublions pas Michel Foucault. N'oublions pas Sartre. Michel Foucault a fait un certain nombre d'articles quand il était en Iran, là, pour un journal italien, etc. Et ça existe, vous pouvez le lire également. L'erreur fondamentale de la part d'un grand philosophe que j'admire, mais c'était une erreur fondamentale. Et il disait effectivement, cette révolution, c'est l'âme, attention là, c'est l'âme d'un monde sans âme, cette révolution-là. Donc ça veut dire beaucoup de choses là, une erreur fondamentale. Mais n'oublions pas, la question était en relation avec la gauche iranienne. Là. Et la gauche iranienne, une gauche, je ne dis pas la totalité, mais une grande tendance quand même. Il faut rester toujours prudent. Une grosse tendance dans la gauche iranienne qui était sous l'influence également de l'idéologie soviétique, stalinisme, etc. Dès le départ, on a commencé à soutenir le mouvement donc, de Khomeini. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que Khomeini, c'est un anti-impérialiste et qu'il est contre le despotisme du Shah. Et donc, ça nous convient, nous, la gauche. Donc, il est allé, il n'avait aucune exigence démocratique, malheureusement. Avait oublié là. C'est-à-dire, la démocratie, la liberté individuelle, non, tout cela était mis de côté là. Le seul élément présent dans leur tête, c'était effectivement Khomeini, vive Khomeini. Pourquoi vive Khomeini? C'est parce que effectivement, il est anti-impérialiste. Donc, c'est une gauche très idéologisée. C'est une gauche très, très impactée par le soviétisme et par le stalinisme. Et que donc, il n'a pas compris du tout ce qui se passe avec la révolution iranienne. Et pas seulement la gauche, et également, il y avait d'autres intellectuels également, là, qu'on appelle des démocrates, qu'on appelle effectivement des patriotes, qui étaient aussi dans la même tendance là. Et donc, la gauche iranienne a foncé pour défendre le despotisme, et une partie de cette gauche, avec l'arrivée au pouvoir, une partie s'est scindée en deux. Une grosse partie a commencé sa collaboration étroite avec le régime, c'est-à-dire pour aller dénoncer les opposants dans tel ou tel endroit, et une autre partie donc, de la gauche est restée dans une revendication radicale contre le régime, mais il était à la fois donc écrasé et pendu, exécuté, et une partie d'entre eux, ils sont partis vers l'étranger, et aujourd'hui, par exemple, en France, il y en a quelques-uns. Donc, la gauche iranienne n'était pas véritablement dans sa mission-là. Et un dernier point concernant la deuxième question, et l'état actuel. L'état actuel, cher Michel, eh bien, c'est vrai que vous n'avez pas aujourd'hui des grandes manifestations dans les rues. Non, ça n'existe pas aujourd'hui là. Mais ce qui est continue encore, c'est qu'il y a toujours des grèves au niveau donc des ouvriers, au niveau effectivement de certaines couches de la population. Mais ce qui se passe, c'est une révolution dans la tête, c'est une révolution dans les comportements, c'est une révolution dans la résistance
donc des zones des femmes dans la société. Et vous allez en Iran aujourd'hui, là, et donc vous avez dans certaines villes, eh bien, largement, des femmes sont sans voile, si vous voulez, là. Pourquoi? C'est parce que le régime a insisté à réprimer, mais il peut pas, disons, imposer complètement. Donc, effectivement, mais la potentialité de colère, la potentialité, disons, disons, de révolte est toujours présente dans la société et en même temps, ce qui est complété par une résistance, disons, active des femmes dans la société, mais également, pas seulement des femmes, mais également des jeunes et des autres couches de la société dans la société actuelle. Oui, on peut même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que dans le sens de ce que tu dis, il faut tout simplement revenir à la révolution soviétique. Hein. Le marxisme-léninisme parlait d'une façon très précise de l'opium du peuple que représentaient les religions et essayait d'extraire la population de cette influence dangereuse de soumission. Hein. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. On voit dans le wokisme, par exemple, pas mal de gens qui reprennent, et là on est à l'aise pour parler de ça, puisque c'est toute l'éthique contemporaine qui est en question, c'est-à-dire de la morale religieuse qui essaye d'être reprise. Que ce soit une morale un peu protestante, avec du puritanisme, avec certains désirs comme comment dire, d'apporter les bonnes paroles, etc. Ce qui est nouveau et ce qui est fort dangereux, puisque nous ne soutenons pas suffisamment le peuple iranien dans sa démarche de remettre en cause sa position par rapport à l'influence religieuse iranienne qui est dangereuse, enfin, l'influence du gouvernement iranien qui est complètement théologien. Tout à fait. Donc, véritablement, aujourd'hui, il y a une contradiction très évidente, la contradiction entre le pouvoir clérical, le pouvoir religieux, le pouvoir qu'on appelle également, on avait dans le titre, l'impérialisme religieux, c'est-à-dire au sens de la domination. L'impérialisme, ce n'est pas seulement l'aspect économique. Certains théoriciens du marxisme, comme Lénine, avaient publié effectivement un article, un livre qui s'appelait L'impérialisme, le stade suprême du capitalisme et tout ça. C'était très idéologique, si vous voulez, là. Mais l'impérialisme, au sens où, effectivement, il y a une domination écrasante de la part, donc, d'une religion ou d'une idéologie ou d'un pouvoir. Et effectivement, c'est le cas en Iran, là. Mais certains disent, et moi aussi j'en fais partie, que le totalitarisme en Iran est un totalitarisme qui n'a pas complètement réussi. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de la résistance, c'est parce qu'il y a du rejet, c'est parce qu'effectivement, le régime n'arrive pas à s'imposer totalement, car le totalitarisme, c'est quoi? C'est à la fois la dictature réprimée, mais également le totalitarisme au sens Hannah Arendt aussi, c'est effectivement qu'il doit passer la dictature dans la tête, dans le subconscient effectivement des individus, pour que les individus soient écrasés également là, qu'ils soient vers donc le choix donc disons du despote, etc. quoi. Donc le régime iranien, c'est un régime impérialiste au sens, regardez la région, c'est l'expansion, c'est la domination dans la région. Pourquoi l'Iran, qui est effectivement à 1500 km d'Israël, pourquoi elle doit aller faire la guerre aux Israéliens là? Pourquoi faire l'arc du chiite enfin, dans la région? Ce sont des indications, des éléments qui nous parlent de la domination impérialiste, donc d'un régime religieux islamiste qui cherche à se maintenir au pouvoir. Et un deuxième point, et je m'arrête avec ça, voilà. On a parlé donc de la gauche. Je ne peux pas me taire également concernant la gauche en France également, là, aujourd'hui, là. C'est-à-dire, moi, si vous avez déjà entendu parler, corrigez-moi,
Mais par exemple, de la part de M. Mélenchon, je n'ai eu jamais aucun mot de sympathie vis-à-vis du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Je n'ai eu jamais rien. Et quand il y avait le débat récent concernant justement la nature donc, de Hamas, etc., donc vous avez vu, effectivement, ce courant de, disons, politique a refusé de qualifier la nature de Hamas comme une nature terroriste. Et ils ont évoqué que la méthode ou bien l'acte de 7 octobre était donc terroriste et non pas l'organisation elle-même. Le même débat existe aujourd'hui dans la gauche, une partie de la gauche iranienne. C'est-à-dire, en fait, il parle donc de l'acte terroriste et concernant la nature donc de ces mouvements terroristes, silence, silence. Donc, cela veut dire qu'effectivement, un régime islamiste au pouvoir, non seulement a ses soldats, ses forces militaires, etc., mais parfois également, il a des soutiens indirects, implicites, qui viennent d'ailleurs, y compris par exemple d'une partie de la gauche internationale. Alors, quelle autre question? Là, je vois, c'est Didier Lopez qui est à Nice, qui veut poser une question. Didier Lopez. Bonsoir tout le monde, bonsoir Didier. Y a-t-il des leaders émergents capables d'entraîner le peuple dans un renversement? Et qu'est-ce que tu penses de la proposition du fils Pahlavi de prendre la tête d'une transition? Il fait allusion au fils du Tchad. Certainement. Oui, pour faire la transition. Il est réfugié aux États-Unis, je crois. Bah oui. Vous savez, une des faiblesses des gens qui s'opposent au régime, c'est la situation de l'opposition iranienne. En Iran même, il est impossible de mettre en place effectivement une organisation. Tout groupement, toute association, toute organisation qui a cette tâche de se regrouper et d'avoir un premier pas dans le domaine politique ou social est écrasé, les gens sont emprisonnés. Emprisonnés. Donc, la situation totalitaire en Iran ne permet pas la constitution de ces organisations. Mais il existe beaucoup d'individus, de leaders, de personnalités qui sont contre le régime et une bonne partie d'entre eux, ils sont en prison. Mais à l'étranger. À peu près, nous avons à l'étranger une 50aine de groupes et organisations politiques iraniennes. Dans le côté, à la fois aux États-Unis, mais également en France, en Allemagne, etc. Une 50aine. Avec des tendances différentes. Tendances royalistes, tendances républicaines, tendances, disons, un peu ethniques, tendances un peu religieuses, tendances un peu patriotes, etc., etc. D'accord? Parmi ces organisations, malheureusement, il n'y a aucune organisation réellement avec une force de frappe, je dirais, ou une présence très forte pour pouvoir s'imposer. Bien évidemment, parmi ces organisations, car il y a aussi des personnalités. Des personnalités telles que Reza Pahlavi, le fils donc, du Shah, qui, à mon avis, moi je suis républicain. Mais effectivement, quand j'observe tout ce monde politique-là, et je fais beaucoup d'analyses également de ce monde-là, Reza Pahlavi, c'est une personne à la fois moderne, mais également modérée dans son regard, si vous voulez, là, mais en même temps laïque, et en même temps, puisqu'il fait partie donc, de la dynastie royale, n'est-ce pas, donc a un certain impact, une certaine influence à l'étranger, mais également en Iran. Comment mesurer? On ne sait pas. C'est parce qu'effectivement, on n'a pas de statistiques, mais il y a des indications, des signes, etc., que lui également a des gens qui le soutiennent, et ils sont en Iran également là. Mais par rapport à d'autres dirigeants, c'est le dirigeant
politique qui arrive en tête, c'est-à-dire au niveau de sa popularité, si vous voulez là. Mais l'inconvénient, c'est que Reza Pahlavi n'a pas véritablement une organisation. C'est sa propre personnalité, si vous voulez là. Et que par conséquent, aujourd'hui, oui, c'est un point très, très positif pour le peuple iranien, pour l'opposition en général, d'avoir également une personnalité comme ça. Mais en fait, ça ne se traduit pas par effectivement les partis ou les organisations nécessaires. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, la situation en Iran, c'est un peu, disons, on est caractérisé par cette situation de l'opposition un peu dispersée, n'est-ce pas? Et comme tu disais, est-ce qu'il y a un leader effectivement, qui émerge? Oui, il y a Reza Pahlavi, mais ça manque beaucoup de choses au mouvement, c'est parce que le mouvement n'a pas d'organisation, n'a pas de parti. Et donc, effectivement, ce sont des politiques sympathiques, à la fois contre le régime, mais contre la guerre, mais également dans le soutien de la révolution Femmes, Vie, Liberté. Je parle de Reza Pahlavi. Tout ça, ce sont des éléments très intéressants, mais quand même, il manque quand même des pouvoirs organisationnels face au régime barbare à Téhéran. Très bien. C'était la dernière question. Ou encore une peut-être? Oui? Merci. Je suis fasciné par la complexité et le savoir que vous transmettez. Et vous avez parlé de la jeunesse, des femmes, du rôle de la société civile dans la résistance face à la barbarie. Et je me demande comment nous, en France, en Europe, nous pourrions coopérer à une synergie pour récupérer un peu de cette sagesse des femmes et de la jeunesse iranienne afin de coopérer pour la démocratie dans l'espace iranien et dans le monde. Merci, cher monsieur. Merci, c'est parce que, effectivement, les Iraniens, ils sont très contents de voir et de constater qu'effectivement, au niveau international, surtout depuis la victoire des religions en Iran, il y a parfois chez certains, tu le mets ici, là, parce que là, les amis sont en train de... Voilà, voilà. Parfois, il y a des amis français, ils posent la question concernant la complicité ou bien la faute à l'époque donc de Giscard, quand on a effectivement on a cherché à chasser le régime précédent et à défendre le régime islamiste. Et ça, vous le savez également, pendant à peu près 2 mois et demi dans ces eaux-là, Khomeini est venu en France et il a été hébergé ici, dans la région parisienne. Là, c'était le moment où il envoyait ses cassettes, etc., pour effectivement encore chauffer davantage effectivement la situation en Iran. Là. Donc certains Français, ils sont également mécontents de ce qui se passait. Mais ces derniers temps, avec la révolution, disons, Femmes, Vie, Liberté, il y avait beaucoup de Français qui ont montré leur sympathie vis-à-vis donc du mouvement Femmes, Vie, Liberté, à la fois des artistes, mais également des étudiants que j'ai, mais également beaucoup disons, une partie des hommes et des femmes politiques également, un pourcentage important des Français sont devenus sensibles. Et parfois, quand il y avait des manifestations dans la rue, et quand on regardait d'en haut, 5e étage, les gens ordinaires ouvraient la fenêtre pour faire le coucou et applaudir donc des opposants iraniens dans la rue, ça met en évidence également cette sympathie, si vous voulez là. Mais quand vous dites comment faire effectivement pour renforcer davantage ou pour c'est à la fois ce courage, mais également ce qui se passe en Iran. Là. Vous savez, une des choses essentielles, c'est de parler donc de la révolution en Iran. C'est de parler effectivement de la lutte des femmes en Iran. C'est de parler qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une nouvelle situation et que le régime, il est détesté par une grande majorité. Vous savez, le régime iranien, il est partout. Il est partout. Des lobbies, dans les milieux universitaires, dans les milieux, disons, politiques,
dans les milieux économiques, dans les milieux journalistiques, dans les milieux effectivement purement religieux. Il met en place systématiquement des réseaux de propagande. Il y a effectivement, hier on parlait dans une autre réunion, en France, le régime a mis en place effectivement une soi-disant université qu'on appelle université Mustapha, c'est-à-dire c'était un mécanisme effectivement de propagande et d'aide au Hezbollah. Là. Et ensuite, ça a été fermé. Et ils ont mis en place également un autre réseau qui s'appelle Az-Zahra. Bon, je prononce, disons, avec l'accent arabe, n'est-ce pas? Az-Zahra. Car le régime, il aime bien effectivement mépriser la langue iranienne et surtout, disons, parler en arabe. Et à chaque fois quand Khomeini il parle, vous voyez là, il y a un verset coranique derrière sa tête. Vous ne voyez jamais une phrase en iranien. Il n'y a que, effectivement, des versets du Coran. Alors donc, si vous voulez, ils ont créé cette organisation. Ça se trouvait où ça, le siège? Grand Sainte. La tâche a été confiée à 3 Maghrébins, 3 Marocains, soi-disant convertis au chiisme, mais certainement avec de l'argent qu'ils ont eu cette transformation. Et ça a été arrêté par la police, a été fermé par la police, etc. Donc, ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance aux gens du régime. Et n'oubliez pas, par exemple, aujourd'hui, il y a des associations qui organisent le voyage en Iran. Et pour aller en Iran, ils vont dans leur carte et dans leur parcours, ils proposent également la visite donc, de Mashhad, qui est une ville sainte, etc., pour aller voir là-bas. Ce sont des mécanismes effectivement de propagande. Là. Ne faites jamais confiance au régime. Toujours parler également de la révolution de femmes et liberté, toujours parler également du courage des femmes iraniennes. N'oublions pas quand même là, pendant à peu près 7 mois avec le démarrage de la révolution, 7 mois, le régime iranien a tué combien, selon les organisations internationales, a tué dans les rues, 650 personnes ont été tuées dans les rues. Les manifestations sans armes. Et beaucoup de filles dans l'œil, crevées, également dans leur sexe. Et donc, c'est un régime barbare, c'est-à-dire pour décourager le peuple, eh bien, il est capable de faire beaucoup. N'oubliez pas également là, pardonnez-moi, ce même régime envoyait vers certaines écoles des filles, petites filles, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait effectivement du gaz toxique pour chasser les filles dans les écoles, ainsi pour pouvoir arrêter la protestation des jeunes filles dans les écoles. Il voulait donner des leçons du gaz toxique. Et donc, beaucoup de filles qui ont été hospitalisées là. Donc, c'est un régime criminel, comme le régime nazi. N'oubliez pas. Jamais, aucune sympathie vis-à-vis de ce régime-là. Et on l'a vu, on l'a testé, on l'a expérimenté jusqu'au bout. Et que par conséquent, ni son système, qui est un système mafieux, système politique, totalitaire, ni sa religion, ni son islam, eh bien, tout est rejeté aujourd'hui par une bonne partie des Iraniens. Justement. Et donc, merci pour la question. Lycéennes là, que tu évoques là, lycéennes qui ont été empoisonnées là. Ça, je ne sais pas si c'est en Iran. Hein? Si, c'est ça. Parce que le premier effectivement voilé, je ne sais pas si il est possible, hein, mais en principe les filles ne sont pas voilées comme ça. Je pense que oui. Hein? C'est dans l'hôpital. Oui, c'est à l'hôpital. Celles qui ont été intoxiquées et qui sont retrouvées à l'hôpital. Voilà, bien sûr. Et donc effectivement, ont été beaucoup des jeunes filles. Vous imaginez là le pouvoir politique qui organise cela. Et même s'ils disent, ah oui, c'est pas nous, il y a des milieux effectivement un peu, disons, hors contrôle et tout ça. Et alors, si c'est hors contrôle, comment ça se fait que vous ne l'avez pas arrêté? Ils ne sont pas passés au tribunal.
et que la population n'a eu aucune information concernant leur jugement ou leur condamnation. C'est parce que dans le milieu, disons, des différents milieux donc, du régime, il y a aussi des milieux qu'on peut appeler effectivement arbitraires. Là, par exemple, ils font des trucs sans passer par la décision du grand mollah, mais d'une certaine manière, ils sont autorisés. Pour sauver le régime, tout est permis. Tout est permis. Oui, donc simplement, je posais la question si de clore le débat, si vous avez encore une question ou pas, ou on s'arrête là. Oui. Oui. Attendez, je vais vous amener le micro. Voilà, on vous voit. Oui, ma question était que pensez-vous de l'attitude de l'ONU, cette complaisance envers dans ce régime barbare? Oui, c'est bon. Il ne marche plus celui-là. Oui, Il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Ça, c'est bien. Écoutez, les Iraniens, ils sont déçus concernant, disons, ils sont déçus concernant les Nations Unies, car on a constaté ces derniers temps des Iraniens, des représentants du régime qui sont à la tête de telle ou telle commission sociale ou femmes, etc. C'est horrible. C'est une honte. Comment ça se fait que cette grande organisation n'arrive pas à connaître les régimes dans les différents pays où il y a une certaine complicité? Et comment ça se fait que le secrétaire général ne dit pas, avec effectivement beaucoup de mots ou peu de mots, condamner effectivement ce régime-là, la barbarie du régime, c'est-à-dire 650 personnes tuées dans la rue, ça nécessite un minimum de démarche de la part effectivement de cette organisation internationale. Silence, silence. Hein? Ben oui, exactement. Et donc, bon, on peut dire que c'est une organisation internationale qui regroupe les États du monde, etc. Mais OK, mais quand même dans ses tâches, dans ses devoirs également, quand il y a des crimes, de condamner les crimes. Eh bien, comment ça se fait que par rapport au régime iranien, il dit rien? Combien de fois le régime iranien, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, sans aucune exagération de là, à peu près les chiffres qui sont donnés, si vous voulez, on est à peu près dans les 10 000 exécutions dans la période arrivée au pouvoir jusqu'à maintenant. 10 000. Et une seule fois, en 1 mois, 2 mois, il a exécuté des prisonniers dans la prison, exécutés aux alentours entre 3 à 4 000 en 2 mois. On n'a pas inventé. Leurs familles existent aujourd'hui là. Des anciens prisonniers qui étaient jugés. Mais d'un seul coup, ils décident effectivement de les liquider. 3 à 4 000 prisonniers politiques, surtout des jeunes. Et donc aujourd'hui, concernant les Nations Unies, bien évidemment, tout simplement, vous savez, concernant les gardiens de la révolution, les passants, il y a tout un débat de le classer, de l'inscrire sur la liste donc, des organisations terroristes. Les États-Unis a fait. Le Canada a fait. Le Parlement européen a demandé au Conseil de l'Union européenne. Là. Donc, le Parlement a fait son travail de l'inscrire dans la liste des organisations terroristes. Mais le Conseil, jusqu'à maintenant, a refusé là. Pourquoi? C'est parce que les gardiens de la révolution, la répression en Iran, mais également son intervention ou disons, ses activités au Moyen-Orient, mais également regarder dans les sites, disons, valables,
cette organisation terroriste et donc militaire est accusée à la fois dans le domaine de la drogue, dans le domaine effectivement, disons, des explosions de bombes dans plusieurs pays, en Inde, disons, Argentine, et encore et puis un autre pays, encore en Asie, là. Donc, effectivement, il y a pas mal donc, de crimes également là. Et jusqu'à maintenant, la diplomatie n'a pas voulu le déranger là. Pourquoi? C'est parce qu'ils pensent, je parlais un jour avec un des politiques français, il dit pourquoi? Il dit parce qu'effectivement, il y a des questions des otages, on va rester prudent pour ne pas compliquer la vie des otages. Je leur ai dit, avec le régime iranien, c'est toujours des rapports de force. C'est toujours montrer votre force. Et quand vous reculez, vous êtes obligé encore de reculer davantage. C'est pour cela, un criminel qui a mis une bombe et qui était le personnel de l'ambassade d'Iran en Autriche, donc effectivement a été condamné par le tribunal belge, a prouvé qu'effectivement il était dans la fabrication et donc la mise en place d'une bombe, eh bien cette personne-là pendant quelques mois est restée en prison. Et puis ensuite le régime iranien il a dit, eh bien on va faire du troc, eh bien vous avez des prisonniers belges, nous avons des prisonniers belges qu'on peut arrêter de temps en temps un certain nombre des Occidentaux pour pouvoir négocier par la suite. Et donc, effectivement, ils ont fait du troc, soi-disant. Et donc, ce terroriste, cet assassin a été libéré malgré le désaccord, effectivement, du Parlement, je pense. Mais, effectivement, les soi-disant des prisonniers en Iran ont été libérés. Donc, effectivement, le monde occidental doit comprendre une chose. Avec le régime, il faut des rapports de force. Il ne faut pas reculer. Et en même temps, montrer le chiisme, c'est une des possibilités pour le terrorisme. Nous souffrons ici en France du terrorisme de nature sunnite, jusqu'à maintenant, largement. Tous les terroristes contre Charlie, contre, disons, l'Église, contre les Juifs, etc. On a vu. Mais n'oubliez pas, le régime iranien également a son propre réseau. Il peut aussi se mettre en action là. Donc, restez très vigilants. Très bien. Merci beaucoup, Didier, de nous avoir éclairé sur l'Iran, qui est une situation très complexe et qui va, dans les mois et les années à venir, je crois, être encore plus délicate pour la paix dans le monde. Voilà, merci beaucoup et à tous d'avoir participé ce soir. Voilà.